Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on va travailler sur cette petite peinture, on va passer de rien à ce résultat et dans une prochaine vidéo on passera des couches de glacis parce que je sais qu'il y a pas mal de petits curieux à ce sujet pour ajouter les couleurs. Il va y avoir 3-4 couches de grisaille, ça veut dire de peinture en noir et blanc, ça va nous permettre de nous focaliser sur les valeurs et ça c'est vraiment super important. Donc je vais expliquer tout le processus, t'inquiète pas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En fait il s'agit simplement d'avoir un tube de blanc, un tube de noir, un support, 2-3 pinceaux et un petit peu de patience. Si t'as tout ça, t'es tranquille et puis s'il te manque un petit peu de patience, t'inquiète pas, moi aussi je suis un type pas du tout patient, je peux tout à fait séquencer en plusieurs fois, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est parti. Alors voilà ce qu'on va faire. En fait, dans l'approche de cette technique, dans l'approche de la technique de la grisaille, le travail quasiment unique à faire, en fait, ça va être une comparaison des valeurs par rapport à d'autres. Puisqu'on va pouvoir travailler que du noir jusqu'au blanc. Donc en pratique, en fait, c'est tout bête, il va falloir essayer d'analyser quelle partie de la peinture est la plus foncée, ou quelle partie de la photo est la plus foncée, et quelle partie de la photo est la plus claire. Comme ce que tu peux voir derrière moi, tu peux voir que la partie de la peinture la plus foncée, ça va être le devant ici. Aussi, ensuite, on va avoir la partie du bateau qui est assez foncée, puis toute cette zone. Ensuite, on va avoir la zone de la montagne, et puis probablement un peu la zone des nuages. Ensuite, on va avoir tout le ciel, et ensuite, on va avoir les zones beaucoup plus claires, la flotte, les voiles du bateau, les nuages derrière, et éventuellement un peu les parties là-bas du château. Donc ce que tu veux faire pour t'entraîner à voir les valeurs et à grouper les valeurs pour pas être perdu dans tous les détails que tu vois, c'est plisser les yeux comme ça. Tu plisses les yeux et en fait tu vas voir que tout va se compresser, tu vas voir que quelques valeurs et c'est ça que tu veux définir. Donc c'est pas forcément un exercice facile si c'est la première fois, mais tu vas voir ça va énormément améliorer tes peintures et en plus j'ai quelques bottes secrètes que je vais te donner pour que tu puisses y arriver plus facilement. Donc voilà ce que tu vas faire, tu vas repérer sur ta référence les zones les plus foncées. Ensuite, tes zones les plus foncées, tu vas pas les faire avec un noir pur, tu vas les casser un petit peu. Tu veux pas avoir de noir pur sur ta peinture, tu veux juste mélanger un petit peu de blanc, que ce soit très foncé, mais quand même pas vraiment noir. Après, bien entendu, si tu as une référence avec des zones qui sont les plus foncées, qui sont en fait plutôt claires, ça peut arriver aussi selon la distance, selon la perspective atmosphérique, selon le sujet, et bien dans ce cas, tu vas devoir faire en sorte de faire une zone plus foncée qui sera quand même claire. Néanmoins, tu commences par la zone la plus foncée de ce que tu veux faire. Ensuite, comme tu l'auras deviné, c'est tout bête, une fois que tu auras fini de remplir de couleurs les zones les plus foncées, tu vas remplir de couleurs les zones les moins foncées, et un petit peu moins foncées encore, et un petit peu moins foncées, et en fait tu vas aller du plus foncé jusqu'au plus clair pour vraiment la fin. Alors c'est clair que évidemment un bon dessin va pouvoir aider considérablement. Alors pour le dessin, bien sûr j'encourage tout le monde à dessiner le plus possible pour être vraiment à l'aise avec ça. Moi j'ai tout simplement dessiné mon truc en le recopiant un peu à l'œil et tout. Mais néanmoins si toi t'es un peu largué avec le dessin, c'est pas grave, tu peux faire une mise au carreau par exemple, tu peux prendre des mesures, etc. Il y a plein de méthodes qui vont pouvoir te permettre de recopier un dessin avec précision sans avoir à savoir vraiment dessiner. Même si encore une fois moi je conseille à tout le monde de pouvoir dessiner le plus possible, dans tous les cas ça prend du temps et des fois on a envie de faire quelque chose on ne maîtrise pas encore. Donc il y a cet outil qui est très pratique, je ferai une vidéo dessus, ça coûte 10 balles sur Amazon, ça s'appelle un Equal Divider en anglais, je sais pas comment ça se dit en français. C'est un outil qui permet de reporter des proportions à des tailles différentes avec une précision mécanique, donc c'est super pratique, mais ça t'apprend pas à dessiner. On se rend pas bien compte sur la vidéo, mais en fait je passe pas mal de temps sur ma palette à travailler mes valeurs, à faire des comparaisons de couleurs sur la toile, et donc effectivement je passe pas simplement mon temps à étaler de la peinture sur la toile. Je dirais que c'est à peu près 30% de temps à travailler mes couleurs sur ma palette, et puis 70% de temps à peindre. Après au fur et à mesure que ta peinture avance, tu passes de plus en plus de temps en fait sur ta palette et un petit peu moins de temps à peindre. Néanmoins c'est vraiment très important de passer le temps nécessaire. Donc là ça a l'air facile, puisque c'est en accéléré, etc. Mais en fait cette couche elle m'a pris quand même plusieurs heures, je pense 3 ou 4, donc c'est un travail relativement laborieux, assez lent, mais ça vaut le coup à la fin pour le résultat. Donc quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est commencer à peindre la zone qui n'est pas la zone focale. Donc par exemple là, la tête de mon serpent, c'est évidemment le clou du spectacle, je vais la peindre en dernier. C'est pas obligé, c'est une approche comme une autre, moi j'aime bien faire ça, c'est quand même une approche qui a été faite depuis longtemps comme ça, donc il y a aussi des raisons, c'est plus intuitif de créer l'environnement et ensuite de faire le sujet dans l'environnement, plutôt que de faire d'abord le sujet, puis l'environnement. Cependant, encore une fois, sens-toi libre d'essayer plusieurs options, et puis toi, petit à petit, tu vas développer tes propres logiques, en fait. Ok, alors avant de commencer ma peinture et d'étaler un peu de la pâte de partout comme un bourrin, je vais commencer par analyser les différences entre ma peinture et puis ma référence. En fait, c'est assez simple, il suffit de faire des comparaisons de valeurs. Donc, je vois par exemple qu'ici, il y a une ombre portée, là, elle n'y est pas. Là aussi, c'est très foncé, là, ça n'y est pas. Globalement, là, on peut voir que la zone focale, c'est beaucoup plus la tête que sur ma peinture, où c'est beaucoup plus également réparti. Je vais aussi devoir corriger énormément les ombres portées qu'il y a de chaque morceau d'écaille sur la prochaine écaille.
les textures qu'il y a sur la partie du bois. Globalement, il y a beaucoup plus de foncé à mettre de façon à ce que le visage ressorte beaucoup plus clair. Donc après aussi, il y a un aspect un peu réaliste qu'on va réussir à obtenir en ajoutant plus de détails et tout. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur les zones de... Alors tu vois, cette grosse zone de noir qui met bien en perspective ce visage-là, avec une arête ici bien douce, bien floue. Ici, là, c'est très très net et ça va pas. Donc la deuxième couche s'inscrit exactement dans la même logique que la précédente. Et donc de nouveau, ça va être un travail de comparaison. Et en fait, maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et la différence avec la couche précédente, c'est que là, on va travailler avec de la transparence. Et oui, on s'est pas cassé la tête pendant 3 ou 4 heures à faire quelque chose, un genre de coloriage, pour ensuite recolorier par-dessus. Tu peux le faire si vraiment tu as une modification à faire, etc. Mais normalement, si là, tu as été un petit peu méthodique et que tu as fait attention, t'as pas besoin de recouvrir à 100% avec de la pâte opaque des zones. Tu peux tout simplement venir avec de la transparence. Je vais aussi appliquer de la pâte opaque à un certain temps, mais là dans un premier temps, pour refoncer toutes les zones qui a besoin de foncer, je vais tout simplement prendre du noir pur et du liquin. Évidemment, la proportion de liquin et de noir va changer, de sorte à ce que je puisse avoir quelque chose d'un peu plus liquide avec lequel travailler, qui puisse vraiment travailler la transparence. Garde en tête que quand tu fais ça, c'est-à-dire tout simplement un glacis, tu veux étaler peu de pigments, tu veux pas rajouter beaucoup de liquide. Donc commence pas à rajouter 2 tonnes de liquide sur ta peinture, en fait tu vas avoir des coulures, etc. C'est pas du tout agréable, et puis au-delà de ça, tu vas tout pourrir. Donc en fait, ce que tu veux faire, c'est avoir une concentration de pigments dans ton médium qui te permette d'avoir le foncé désiré en l'étalant quand même beaucoup. Donc là, il y a un équilibre à trouver et je peux pas te donner de proportion puisqu'en fait ça dépend de chaque cas. Cela dit, tu veux pas avoir trop de médium comparativement à ta peinture parce que ça peut créer des problèmes, des jaunissements et tout. Donc si vraiment tu veux diluer énormément, je t'invite à faire par exemple 50% liquin, 50% essence de térébenthine ou alors essence de pétrole et ensuite rajouter ta peinture. Donc tu peux voir que je vais rajouter des glacis de noir qui vont être plus ou moins intenses selon les zones et je fais surtout très attention à ce qu'ils soient suffisamment transparents de sorte à pas perdre tous les détails que j'ai fait avant. La transparence, ça va aussi te permettre de redéfinir certains aspects tridimensionnels du dessin, comme par exemple là je passe un glacis un petit peu plus foncé sur le côté de la tête, et ça me permet de redéfinir très facilement et très rapidement le fait que le haut de la tête et le côté de la tête soient pas orientés de la même façon, et du coup la lumière n'est pas reçue avec la même intensité non plus. Et comme tu peux voir, le fait de foncer les alentours va augmenter la luminosité. Un problème que j'avais beaucoup quand je commençais à peindre, c'est que je voulais avoir une lumière très intense, et du coup je rajoutais du clair, je rajoutais du clair, je rajoutais du clair, et au final tu te retrouves avec quelque chose qui est blanc ou presque blanc et t'arrives pas à augmenter la luminosité. Tout simplement comme si je voulais augmenter la luminosité de mes nuages en essayant de rajouter encore plus de blanc alors qu'ils sont déjà presque blancs. Il y a une seule option pour pouvoir rajouter de la luminosité à du blanc, c'est tout simplement de foncer les alentours. On dit que la lumière jaillit de l'obscurité et c'est pas faux du tout. Donc comme tu peux voir là, j'augmente la luminosité qu'il y a sur ma tête en fonçant les alentours et en fait en créant une ambiance un peu plus cosy, un peu plus clair-obscur sur mon sujet. On va aussi retravailler un petit peu l'ombre portée et en fait du visage sur la partie du corps du serpent. On va retravailler aussi un petit peu la bouche, les yeux. Bien sûr, petit à petit, tu raffines tes formes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de le faire. Quelque chose qui est aussi pas mal important, c'est la netteté et la hiérarchisation de netteté dans la peinture. Donc en fait, tu vas pas avoir la même netteté partout et tu vas pas avoir le même côté précis partout. Typiquement, évidemment, je vais être beaucoup plus précis avec beaucoup plus de tout petits détails dans l'œil du serpent que dans les roches, par exemple. Dans les roches, il y a des détails et tout, mais c'est parfois un petit peu flou, c'est moins appliqué et c'est un petit peu voulu. Je pourrais m'amuser à tout détailler de la même façon si j'avais envie, simplement ça va pas forcément rendre quelque chose de plus joli, de plus poétique. De la même façon, on peut voir que l'arrière du serpent, la partie qui est un peu cachée, là, qui part à l'intérieur de la cavité, elle est floue. Alors elle est floue aussi sur la photo, donc on pourrait dire que j'ai simplement recopié comme un idiot ce que j'ai vu, et ce serait pas faux pour cet exemple. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant que de hiérarchiser sa netteté. Donc pour ça, c'est un petit peu compliqué de réussir à avoir une touche plus ou moins floue, si tu veux. Néanmoins, c'est comme tout, tu pratiques, et à force, tu vas y arriver. Alors parfois, en fin de peinture, j'aime bien prendre un pinceau très doux et puis venir fondre un petit peu le tout. Là, je ne l'ai pas fait, je considérais que c'était pas vraiment nécessaire. Et puis j'avais envie de garder un petit peu de spontanéité dans les coups de pinceau. Ça, encore une fois, ça dépend vraiment de toi et ce que tu as envie de faire. Donc, encore une fois, sens-toi libre de fondre ou pas. Cependant, je te conseillerais plutôt d'essayer de pas trop fondre parce que ça casse un petit peu la spontanéité du geste. Donc maintenant que tu as fini d'appliquer tes foncés, que ce soit en glacis ou pas, ça dépend aussi comment tu avances dans ta peinture, on va commencer à appliquer des pâtes plus claires. Donc, de nouveau, comme la dernière fois, en fait, tu pars de ce qu'il faut foncer, et puis petit à petit, tu descends jusqu'au plus clair. Tu vas voir que petit à petit, je vais aussi éclaircir des zones que j'avais trop foncées, le but étant de attirer l'attention sur ma zone focale. Tu joues avec tes balances de foncé et de clair petit à petit jusqu'à avoir quelque chose qui est satisfaisant. Si tu prends 2, 3, 4, 5 couches, c'est ok, il n'y a pas de problème, tu as le temps, tu as le droit de le faire.
Et dans mes zones de clarté les plus claires, je vais aussi rajouter un petit peu de relief, alors pas trop là en l'occurrence, mais c'était cool de rajouter un peu de relief, petit à petit pour pouvoir construire un petit peu de texture, ça va permettre d'attraper un petit peu les lumières, les reflets, plus facilement. Donc en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met pas de relief dans les zones foncées et on met du relief dans les zones qui sont à la lumière, de sorte à ce que quand il y a de la lumière qui reflète sur le relief, ça nous donne cette espèce de suréclairage. Et en fait, c'est ça qu'on recherche et c'est pour ça qu'on le veut que dans la lumière, pour éviter d'avoir des reflets d'éclairage dans les zones d'ombre qui nous donnent ce côté brillant là où on ne le désire pas. Donc ça, c'est pareil, c'est la texture de la peinture, c'est propre à chacun, donc il n'y a pas vraiment de règles avec ça, comme pour y avoir des règles sur la perspective ou les proportions et tout. Alors pour la troisième couche, je vais faire ce même travail de comparaison de valeurs, et là, je pense qu'un petit glacis de blanc transparent va être plutôt pas mal, donc je vais appliquer ça sur la tête. Plus tu avances, moins en fait les couches que tu vas appliquer vont avoir une influence vraiment majeure sur ta peinture, donc plus tu avances, plus c'est du détail. Prends le temps de raffiner tes valeurs et puis résiste à la tentation de passer à la couleur trop tôt. Tu vas voir, ça va être super bénéfique pour toi. Et rappelle-toi que si ta peinture elle n'a pas un bon ressenti en noir et blanc, il y a relativement peu de chances, voire très peu de chances que les couleurs y fassent quoi que ce soit. Les couleurs, elles vont peut-être rajouter une certaine vibration, une certaine beauté de par leur nature vive, et puis ça va peut-être faire office de cache-misère, mais néanmoins, rajouter une belle peinture sur un mur qui est en train de se casser la gueule, ça va pas faire de ton mur quelque chose de solide et de stable sur lequel tu peux avoir confiance. Donc là, c'est pareil, ta base en noir et blanc, elle est extrêmement importante et tu veux vraiment pouvoir avoir confiance dans ta compréhension des valeurs quand ensuite, plus tard, tu vas sauter dans la peinture en couleur, même directement. Donc comme tu peux voir là, ça se joue vraiment dans le détail. Avec mon petit pinceau, je vais venir frotter avec un petit peu de blanc transparent dans les yeux, un peu à droite à gauche, un petit peu augmenter la puissance des écailles. Je vais venir faire plusieurs allers-retours comme ça, de blanc à noir, jusqu'à ce que je considère mes valeurs comme étant vraiment satisfaisantes. Tu vois là, le petit blanc sur les écailles, ça les fait pas mal ressortir, c'est vraiment cool. Et c'est une étape assez lente, mais en vrai, c'est plaisant de faire ça. À ce stade de la peinture, n'hésite pas à multiplier les couches de transparence. Moi, là, j'en ai fait au moins 3 ou 4 des couches de finition où j'y vais petit à petit, j'éclaircis un peu, je fonce un peu. C'est des couches assez rapides, hein, ça prend à peu près 30 minutes par séance, peut-être parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais au final, le but, c'est à chaque fois d'améliorer un petit peu et d'être un petit peu tatillon avec sa peinture. Bon voilà les amis, c'est terminé. Alors juste un tout petit mot sur l'organisation de la chaîne en fait pour cette année. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine et je vais essayer de faire mercredi vidéo sur le dessin, cours fondamental de dessin, et le samedi cours sur la peinture, ou alors tout simplement présentation d'un travail en cours, ce genre de choses, glacis et tout comme d'hab. Bon, on verra comment les choses évoluent parce que c'est pas forcément évident de faire 2 vidéos par semaine. En tout cas pour le moment c'est mon objectif et puis ça me motive de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet. Moi j'ai vraiment envie d'arriver à communiquer ma passion pour la peinture, pour l'art en général. Donc c'est cool pour tout le monde. Voilà, ciao, à la prochaine.